Alors voici la section sur des communautés fragilisées qui s'affirment. Au Canada, dans la seconde moitié du 20e siècle, les Autochtones conservent un statut différent encore des autres citoyens en vertu de la loi sur les Indiens de 1876. Voici la première modification qu'on va y faire. Depuis 1927, les Autochtones ne peuvent pas avoir accès à un avocat pour défendre leurs droits en matière d'utilisation des ressources naturelles, comme le droit de chasser. En 1951, on va lever cette interdiction-là. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, on va octroyer graduellement le droit de vote. Ça commence en Colombie-Britannique. Il faut savoir que les Métis n'ont jamais eu de restrictions quant au droit de vote fédéral et provincial depuis le début de la création du Canada. Ensuite, on va le donner aux Inuits, mais en même temps, puisqu'il y a peu de bureaux de scrutin dans le Grand Nord, ben, les Inuits, c'est très difficile pour eux de l'exercer. Manitoba, Ontario, Yukon, il va y avoir au fédéral au complet, il va y avoir l'île du Prince-Édouard, Alberta, et c'est au Québec qu'on octroiera le droit de vote aux élections provinciales québécoises en dernier. En 69, le ministre fédéral des Affaires indiennes, c'est Jean Chrétien. Il soumet au Parlement le document qu'on appelle Politique indienne du gouvernement du Canada, aussi connu sous le nom de Livre blanc sur la politique indienne. Voici ce qu'on y retrouve. On abolit la loi de 1876, on élimine le statut juridique particulier des Autochtones. La volonté, c'est d'amener les Autochtones à vivre comme l'ensemble des citoyens canadiens sans faire l'objet d'un régime particulier, et on annule les traités passés et on met fin aux négociations actuelles pour de nouveaux traités. Voici les réactions. Première réaction, Fraternité des Indiens du Canada. On est contre. Il estime qu'il faudrait au contraire maintenir le statut d'Indien et renforcer les droits particuliers des Autochtones de manière à favoriser le développement de leurs propres institutions politiques, économiques et sociales. Plusieurs conseils de bande sont aussi mécontents, donc à travers le pays rejettent également le livre blanc. Il y a même une communauté, donc en Alberta, qui vont publier ce qu'on appelle le livre rouge, dans lequel ils réclament entre autres que le gouvernement continue de reconnaître les traités signés. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce livre blanc? Ben, on ne va pas l'appliquer. Donc, c'est une victoire pour les Autochtones qui peuvent conserver leur statut particulier. Par contre, les gouvernements ne vont pas prendre aucune autre disposition en vue de reconnaître davantage de droits. Et ça, ben, ça va être jugé à la Cour suprême du Canada qui déclare que les instances gouvernementales sont tenues de respecter les droits ancestraux des Autochtones en plus de leurs droits issus des traités. Alors, droits ancestraux, ce sont les droits que les Autochtones détiennent puisqu'ils habitent le territoire de leurs ancêtres qui en étaient les premiers occupants. Et les droits issus des traités, ce sont des droits qui ont été garantis par écrit au cours des 18e et 19e siècles. Les femmes aussi commencent à exiger le retrait des politiques discriminatoires qui visent surtout les femmes inuites et les Premières Nations. On fonde aussi l'Association des femmes autochtones du Québec. Parlons des pensionnats. Alors, les pensionnats existent au Canada c'est une recommandation du rapport Bagot sur les affaires indiennes, créer des pensionnats pour assimiler les jeunes autochtones. Donc, il y en a surtout dans l'ouest du Canada, mais dans l'est, en fait, au Québec, c'est plus long. En fait, le premier pensionnat indien ouvre ses portes à Chisasibi, à la baie James, en 1934. C'est dans les années 50-60 qu'il va en avoir un peu plus, surtout dirigé par les Oblats, une communauté catholique. Il n'y aura pas de S ici. Et deux pensionnats qui vont être dirigés par des anglicans. Il y a peu de pensionnats au Québec, il y a un X de trop là. Malgré l'étendue du territoire, ainsi, la plupart des enfants autochtones se retrouvent complètement isolés de leur communauté car ils sont emmenés loin de leur famille. Il va y avoir un autre impact aussi au fait qu'il y en a très peu. Les Autochtones, dans ces pensionnats, vont apprendre les valeurs et les modes de vie des non-autochtones, ainsi que la langue française. À leur arrivée, on leur coupe les cheveux, on leur donne un uniforme, ils sont séparés par sexe et groupe d'âge. Ils ne peuvent pas parler leur langue, sauf pour réciter des prières chrétiennes. Ils suivent les mêmes cours que dans les écoles primaires, puis les activités en dehors, là, c'est organisé de manière à transmettre la culture de la société majoritaire non autochtone. Il faut savoir qu'il y a vraiment un haut taux de natalité chez les Autochtones, donc il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui doivent aller dans les pensionnats et qui sont amenés de force en raison d'un financement insuffisant. Les enfants sont souvent sous-alimentés et pas assez chaudement vêtus en hiver. Le faible contrôle du gouvernement fédéral sur les pensionnats fait en sorte que de mauvais traitements comme de la violence physique ou des agressions sexuelles passent inaperçus. D'autre part, les maladies se répandent rapidement et plusieurs enfants meurent de la grippe ou de la tuberculose. Si certains Autochtones vont tirer profit de l'éducation qu'ils ont reçue dans les pensionnats, la plupart vont conserver de douloureux souvenirs de leur expérience et le retour dans leur communauté, c'est souvent pénible parce qu'ils ont perdu leur langue, leur culture, les connaissances nécessaires au maintien de leur mode de vie. Alors, le passage dans les pensionnats aura des conséquences à long terme qu'on voit encore aujourd'hui. On essaie de faire reconnaître les sévices qui ont été subis dans les pensionnats.
Il y a des Autochtones qui vont même commencer à revendiquer le contrôle total de l'éducation, surtout la Fraternité des Indiens du Canada qui va créer un groupe de travail sur l'éducation des Autochtones. On va publier la maîtrise indienne de l'éducation indienne, où on affirme entre autres le droit des Autochtones d'éduquer leurs enfants, notamment pour favoriser la préservation de la culture. Puis ça, ce droit-là à l'éducation par les Autochtones, ça va être reconnu par Jean Chrétien en 1973.